Moi, je dis que la calculatrice, c'est une IA. Exactement. Pourquoi? Parce que je peux programmer avec if-else. 1 plus 1 égale à 2, la calculatrice est capable de résoudre. Exponentielle, la calculatrice est capable de calculer. Logarithme, bof, les fonctions avancées, une calculatrice est capable de le faire. Pour moi, c'est ce qu'on appelle l'IA traditionnelle. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer la différence qu'il y a entre data scientist, data ingénieur et ingénieur IA? Parce que beaucoup de gens confondent. On va prendre sur YouTube l'algorithme de recommandation des vidéos. On va voir quelle est la chance que vous regardez cette vidéo, par exemple. On vous propose la vidéo la plus adaptée en fonction de votre profil. Ça se base sur les données historiques. C'est du machine learning. Est-ce que tu penses que l'IA va remplacer des métiers? Il y a la peur qui existe quand on a une nouvelle technologie. Enfin, on a peur de la nouveauté. Récemment, j'ai discuté avec un ami, l'entrepreneur au Cameroun, mais il vit en France. C'est où je lui demandais, est-ce que tu es prêt à chasser un bon nombre d'employés chez toi? Parce que moi, j'ai la solution en fait. Et si tu me dis là, tu es prêt, on fait le nettoyage. Dans un monde où l'intelligence artificielle devient plus performant, ce qui fait la différence, c'est notre humanité. Oui, ça fait déjà plus de 11 ans. Va sur YouTube, TikTok, il fait 500, c'est quoi? C'est 400 contenus par semaine. Pendant que toi, tu galères à faire un post par jour. Lui, c'est 400. Tu me conseilles d'utiliser quelle IA je dois utiliser? Est-ce que pour toi, il existe une meilleure IA? Si aujourd'hui je démarre, j'ai des compétences data et je veux gagner de l'argent, il faut savoir que la première chose à avoir, je dois investir dans mes compétences. Avec les 500 €, c'est ce que je fais. Non. Bonjour Natacha et bienvenue sur Horizon IA. C'est un immense plaisir pour moi de t'accueillir sur la chaîne aujourd'hui. Merci beaucoup Ronald pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi de venir sur ta chaîne et de partager avec la communauté les enjeux derrière la data, l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de partager parce que ce sont des sujets qui sont très importants. Ce sont des sujets qui sont en train de révolutionner la société. Et je pense que tout le monde devrait, en tout cas, comprendre les enjeux qui sont derrière l'intelligence artificielle. Tout le monde devrait s'y mettre dès maintenant parce que ça transforme toute l'économie. Donc c'est un plaisir pour moi d'être sur ce podcast et partager mon expérience avec ta communauté. Je suis très content. Je sais que d'ailleurs ton agenda il est très chargé et pour ça je te dis énormément merci en fait. Et du coup pour ceux qui découvrent la chaîne Horizon IA, c'est une chaîne qui a été créée pour mettre en avant l'intelligence artificielle, pour amener les gens à se découvrir de nouveau parce que l'IA va transformer les métiers et c'est ce que moi je veux faire à travers Horizon IA aujourd'hui. Également aussi automatiser certains process pour des gens qui ont des business qui se font encore aujourd'hui de façon manuelle. Aujourd'hui, dans la communauté, je forme également des gens à pouvoir automatiser ces process-là. Et du coup, Natacha, je sais que aujourd'hui, tu es très connue, tu as une grande communauté. Mais malgré ça, il y a quand même certaines personnes qui ne te connaissent pas. C'est pour ça que je voudrais bien que tu te présentes. Surtout, il faut éviter d'être humble parce que il faut éviter d'être humble. Être humble. Donc, Natacha Ndjongo Yebga. Aujourd'hui, ma mission, c'est de contribuer à avoir un monde qui est davantage humain, un monde positif, et un monde dans lequel tout le monde maîtrise la technologie. Ça, c'est la mission que je me suis donnée. Pourquoi le thème humain, en fait? Parce que je me suis rendu compte que on oublie que aujourd'hui, la technologie évolue vite. Elon Musk prévoit mettre les robots humanoïdes à 10 milliards d'ici quelques années. Dans un monde où l'intelligence artificielle évolue très vite, moi, je pense que ce qui va réellement faire la différence entre nous, les êtres humains, c'est vraiment notre capacité à être nous, notre capacité à aimer notre prochain, notre capacité à être connecté avec l'autre, notre capacité à être bienveillant, notre capacité à connaître qui nous sommes. Raison pour laquelle moi, ma mission, c'est vraiment ça déjà, redonner l'humanité au monde, remettre l'humain en avant, à l'avance de la technologie, ça c'est le premier point. Deuxième pilier, c'est la positivité. Pourquoi je parle beaucoup de positivité? Parce que sur les réseaux sociaux, quand moi je commençais à faire les réseaux, on me disait que ce qui vend, c'est la négativité. Il faut que tu sois négatif, il faut apporter la peur, parce que les gens sont habités par la peur. Et c'est la peur qui pousse à l'action, c'est la peur de perdre quelque chose qui pousse à acheter. Et moi, à titre personnel, je n'ai jamais vibré avec la négativité. Je crois qu'on peut vivre dans un monde dans lequel on est qui on est. Et donc, je contribue à cette positivité. La raison pour laquelle dans mes posts, j'ai choisi l'angle de la positivité dans tout ce que je fais. Et troisième biais, bien sûr, la technologie. Parce que ingénieur data scientist depuis plus de 7 ans, j'ai travaillé dans les plus grands groupes bancaires comme la Société Générale, HSBC et aussi en consulting. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'accompagne les entreprises et je forme également des particuliers et les entreprises aussi à maîtriser tout ce qui va être data, intelligence artificielle. Donc voilà Natacha. Et pour les personnes qui me découvrent sur les réseaux sociaux, j'ai la chaîne YouTube Le Coin Stat qui aujourd'hui a plus de 76 millions d'abonnés. Bref, c'est une communauté, je dis souvent c'est la plus belle communauté data IA de la francophonie. Et c'est le pilier, c'est ce que je veux construire aujourd'hui. Donc voilà Natacha. Super, sacré parcours.
Ouais. Parce que moi, je me dis, quand j'ai regardé ton parcours, je me dis, ouais, qu'est-ce qui a poussé Natacha à se lancer dans le domaine de la data? Parce qu'il y avait plein d'autres domaines en informatique, mais pourquoi avoir choisi spécialement la data? Pourquoi avoir choisi la data? Il faut savoir que je n'ai jamais rêvé la data. Enfin, c'est pas forcément un secteur que tout le monde connaît. Ouais. À la base, je rêvais plus fait informatique. Donc, quand j'ai fait un cursus scientifique à Mendong, à Yaoundé, je rêvais faire Polytechnique de Yaoundé. Et tu connais à quel point le concours, en tout cas, il faut réussir. J'ai pas pu réussir le concours de Polytech. J'ai découvert les statistiques, en fait. J'ai découvert les stats. Pourquoi j'ai aimé les stats? Parce qu'il y avait la partie informatique que moi j'aimais beaucoup. Et la partie mathématique, c'était le combat entre les deux. Il y a plus de physique. J'intègre l'ICA, qui est une école de stats au Cameroun. À l'ICA, je découvre l'ENSAI de France. Je commence à comprendre le machine learning, la data science. Je vois à quel point ça peut impacter tous les domaines. C'est comme ça que j'intègre le domaine, en fait. C'est vraiment un concours de circonstances. Et surtout que pour moi, la data aujourd'hui, c'est l'un des secteurs qui paye bien. Je dis souvent, quand on est jeune, on doit choisir un secteur, non seulement... Il faut analyser le marché, en fait. Il ne faut pas faire les choses au hasard. Moi, j'avais la passion pour l'informatique, j'avais la passion pour les mathématiques, mais à la fin de la journée, il fallait gagner de l'argent. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, j'ai regardé les stats de US Bureau Labor of Statistics. Dans le top 10 des métiers qui ont la plus grosse évolution dans les 10 prochaines années, data scientist, c'est 4e position. Et en termes de rémunération, c'est l'un des métiers les mieux payés au monde. Donc, je m'écris les stats, je m'écris les mathématiques, le métier est bien payé. C'est comme ça que j'ai choisi de faire carrière dans la data et dans l'intelligence artificielle. Bon, quand on parle de data, on ne peut pas parler d'IA sans data, parce que beaucoup de personnes font l'amalgame. C'est impossible. Si vous parlez d'intelligence artificielle, la data, c'est la base, en fait. C'est la matière première qui permet de créer des systèmes d'IA. Donc, en réalité, je suis ingénieur data scientist. Je peux dire que je suis ingénieur intelligence artificielle, mais c'est trop vague. La data science, c'est un peu la mère, on va dire, de l'intelligence artificielle. C'est la base, en fait. Bon, supposons que je suis une personne qui ne connaît rien dans l'informatique. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer la différence qu'il y a entre data scientist, data ingénieur et ingénieur IA? Parce que beaucoup de gens confondent. Comme tu dis, par exemple, quelqu'un fait data scientist, il se dit qu'il est ingénieur IA. Même pas qu'il se dit, il est. C'est pas il est. Après, déjà, il faut comprendre le monde de l'IA. Parce que moi, je dis souvent s'il y avait des cercles là, je mets souvent un grand cercle où c'est l'intelligence artificielle. Donc, ça va être que tous les systèmes qui vont donner la capacité aux ordinateurs de résoudre des problèmes qu'ils sont censés être résolus par des humains. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, tu as des règles classiques. Moi, je dis que la calculatrice, c'est une IA. Exactement. Pourquoi? Parce que je peux programmer avec if-else. 1 plus 1 égale 2, la calculatrice est capable de résoudre. Exponentielle, la calculatrice est capable de calculer. Logarithme, bof, les fonctions avancées, une calculatrice est capable de le faire. Pour moi, c'est ce qu'on appelle l'IA traditionnelle. D'accord? Donc, c'est de la calculatrice, les règles if-else. Donc, les règles sont vraiment précodées. Ouais, c'est précodé, ouais. Ça, c'est le premier côté, ok? Maintenant, il y a un deuxième monde qui révolutionne le monde. Un monde qui révolutionne le monde. Bon, un deuxième pan, je veux dire, qui révolutionne le monde de l'intelligence artificielle. Dans ce pan, on va parler de machine learning. Donc, c'est tout système qui va donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes à partir des exemples, à partir des données. Et quand je parle de machine learning, je me place, par exemple, je travaille beaucoup avec les banques. En banque, lorsque vous voulez prendre un crédit immobilier, on doit évaluer votre capacité à rembourser ce crédit. Et donc, la banque va prendre vos données du passé, mettre en place une règle de décision avec une équation mathématique, Y égale à X plus B, par exemple. J'exagère un peu pour dire que c'est une équation mathématique qui permet de prédire si vous remboursez votre crédit ou pas. Ça, c'est du machine learning. Okay? Dans le machine learning, on va prendre sur YouTube l'algorithme de recommandation des vidéos. On va voir quelle est la chance que vous regardez cette vidéo, par exemple. On vous propose la vidéo la plus adaptée en fonction de votre profil. Ça se base sur les données historiques. C'est du machine learning. On va sur les opérateurs télécoms. Vous voulez avoir une nouvelle puce de téléphonie, un nouveau forfait Internet. Du jour au lendemain, vous pouvez aller à la concurrence. Et donc, les opérateurs ont besoin de savoir quels sont les clients qui vont aller chez le concurrent ou pas. C'est ce qu'on appelle le churn. On va mettre en place des algorithmes de machine learning qui prédisent les chances que je vais à la concurrence. Je lance un nouveau produit par mon téléphone là. Je veux savoir qui parmi les personnes qui me suivent là, qui va acheter mon téléphone. Il faut que je prenne les données du passé. J'analyse ces données-là et je mets en place une règle de décision qui me permet d'avoir les chances, les probabilités qu'une personne, on dit, va être appétent au téléphone. C'est du machine learning. Donc, tu vois bien que dans l'intelligence artificielle, il y a des règles simples. Il y a des règles plus avancées qui se basent sur les données. Ça, c'est le deuxième monde, machine learning. Il y a un troisième monde qui est encore plus avancé, qui révolutionne complètement le système. C'est ce qu'on appelle le deep learning.
Le deep learning, c'est la technologie qui est à la base, par exemple, des voitures autonomes. La Tesla qui est capable de conduire de façon autonome sans que l'être humain n'agisse, c'est du deep learning. Donc, c'est une sous-partie du machine learning qui permet justement de donner de l'autonomie aux outils. Ouais. Aujourd'hui, on a ChatGPT qui permet de générer du texte, générer des images, générer pas mal de choses. Ouais. C'est du deep learning. OK? Et on parle d'IA générative, donc l'IA qui va générer. Donc, je vous demande le monde. Dans le monde, c'est tout ça. Maintenant, dans ce monde-là, il y a plusieurs métiers. Pour pouvoir créer la machine, la voiture autonome, pour pouvoir créer le modèle mathématique qui permet de prédire la probabilité de défaut, on doit commencer par avoir les données. Exactement. Où est-ce qu'on prend les données? Il faut savoir que les données dans les entreprises viennent de plusieurs sources. Il y a plusieurs sources de données. Et donc, il y a des spécialistes qui vont créer ce qu'on appelle des pipelines, un peu comme l'eau. Pour que l'eau arrive chez nous, il y a des pipelines qui vont conduire l'eau jusqu'à chez nous. Ouais. Donc, même dans la data, c'est pareil en fait. Il y a pour qu'on arrive à mettre en place ChatGPT, pour qu'on arrive à mettre en place une voiture autonome, pour qu'on arrive à mettre en place un modèle qui permet de prédire le crédit, il faut commencer par collecter les données. Il faut commencer par mettre en place des chemins pour que les données arrivent. Il y a donc le profil data engineer. Sa mission dans le monde de l'IA sera de collecter les données, les traiter et les créer des pipelines pour que la donnée puisse être exploitable. Exactement. Ouais. Voilà, je pense que ça c'est le métier que tu fais au quotidien. Ouais, exactement. Tout ce qui va être ETL, ELT, Snowflake, bref, toutes ces technologies-là, c'est vraiment préparer la donnée pour qu'elle puisse être exploitable, mettre en forme, mettre en place les structures solides pour pouvoir bien gérer les données d'une entreprise. C'est ça le data engineering, premier métier. Une fois qu'on a créé les pipelines, on a fait ETL, extract, transform, load, donc on a extrait les données, on les a transformées, on les a chargées. ELT, extract, load, transform. Bon bref, une fois qu'on a fait tout ça, il faut maintenant qu'on apporte de la valeur avec la donnée. Certes, on a la donnée, si tu n'en fais rien, ça reste de la donnée. Ça reste de la donnée. Comment est-ce que j'arrive à piloter mon entreprise grâce à ces données-là? C'est où on arrive avec un deuxième profil, data analyst. Avant data scientist, data analyst d'abord. Parce que là, chaque mois, par exemple sur ma chaîne YouTube, j'ai besoin de connaître le nombre d'abonnés que j'ai gagné, j'ai besoin de connaître le chiffre d'affaires moyen que j'ai créé, j'ai besoin d'avoir une visibilité sur les différentes sources de revenus. Bref, il faut mettre des dashboards, des tableaux de bord qui vont permettre de piloter un business. Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin d'un spécialiste qui s'appelle data analyst, qui va donc récupérer les données qui ont été extraites, transformées, shardées par les data engineers, vont donc mettre en place ce qu'on appelle les dashboards, les tableaux de bord qui permettent de piloter un business. Et data analyst, maintenant, data analyst me dit, par mois, on a en moyenne 5000 ventes. Si je veux savoir le mois prochain combien de ventes j'aurai, j'ai envie de faire de la prédiction. Si je veux savoir quel client va acheter un produit sur le coin stat, je veux mettre en place un modèle d'appétence. Cette fois-ci, ce n'est plus de la description, je suis dans la partie prédictive. Et à ce moment, j'aurais besoin d'un professionnel qui le fait. Et ce qu'on appelle les data scientists. Pour moi, les data scientists, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre les données utiles. Data engineer a l'art de rendre les données utilisables. Donc, on peut les utiliser. Data scientist a l'art de rendre les données utiles en utilisant 6 compétences clés. 1, les mathématiques. 2, les statistiques. Le machine learning dont on parlait. Le machine learning, tu vois bien que dans l'intelligence artificielle, il y a le machine learning qui est la compétence des data scientists. La programmation, parce que pour pouvoir collecter toutes ces données, pour pouvoir traiter ces données, on a besoin de systèmes robustes, on a besoin de puissance de calcul. Et donc, il faut programmer. La programmation, la connaissance d'un métier. Très important. Parce que tu ne peux pas être data scientist en finance et te comporter comme un data scientist dans la santé. C'est les mêmes fondamentaux, mathématiques, statistiques, programmation, machine learning, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est est-ce que je connais, si c'est en marketing, est-ce que je connais ce qui pousse des personnes à acheter des produits? Si je suis en banque, est-ce que je connais c'est quoi le risque bancaire? En fait, c'est quoi la réglementation bancaire? Et donc, un data scientist en banque a d'autres spécificité. Une personne qui est en marketing doit connaître les 3 P du marketing, doit comprendre c'est quoi le marketing, doit comprendre les problématiques spécifiques en fait. Si je suis dans les télécommunications, je dois connaître le monde des télécoms. Et c'est comme ça qu'on arrive à être excellent. Raison pour laquelle je mets en 5 le métier. Et en 6, très important, c'est tout ce qui va être lié à la communication. Et c'est à ce niveau-là qu'on perd beaucoup de personnes. Ouais, c'est pas faux quand même. Parce qu'il y a beaucoup de data scientists qui vont te dire, je suis expert Python, je connais R, je connais ma technique, je connais le machine learning, je suis le monstre. Mon ami,
Si tu fais le deep learning et qu'en entreprise, personne ne comprend ce que tu fais, même si c'est le meilleur modèle au monde, personne ne va l'utiliser. Oui, exactement, on ne va pas l'utiliser. Personne. Ouais. Donc, il faut apprendre à transmettre. Il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à retranscrire tout ce que je connais d'un point de vue technique en traduction littérale pour qu'un enfant de 5 ans arrive à comprendre. Et c'est la 6e compétence qu'en tant que data scientist, on doit développer. Donc, voilà les 3 métiers. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'ingénieurs IA. Data scientist, c'est déjà ingénieur IA, mais souvent, quand on parle d'ingénieur IA, on va souvent parler des profils qui vont utiliser l'API de ChatGPT pour créer des hacks, pour pouvoir créer des systèmes personnalisés. Donc, en termes de... C'est plus technique que mathématique, tu vois. Donc, ce sont souvent les profils qui vont plus comprendre un peu comment fonctionne ChatGPT, Claude ou d'autres IA, créer des solutions in-house pour l'entreprise, créer des solutions en hack, c'est-à-dire prendre les données de l'entreprise, intégrer dans l'IA pour créer des systèmes spécifiques. Ouais, propres à l'entreprise. Propres à l'entreprise, en fait. Donc, ça, c'est ce qu'on met souvent derrière ingénieur IA. Après, à titre personnel, les noms des métiers, c'est pas important, en fait. Ouais, c'est pas important. Moi, c'est ce que je pense aussi, parce que comme tu as dit, moi, je suis data ingénieur, mais dans mon quotidien, je fais aussi beaucoup plus d'IA, quoi. Donc, moi, je fais pas seulement du data ingénieur. Il y a des séquences où je me trouve en train de faire du data scientist. Ouais. Donc, c'est pas forcément le nom qui qualifie ce qu'on fait. Non, c'est la compétence que j'ai. C'est la compétence que j'ai qui qualifie ce que je fais. C'est qu'est-ce que je suis capable d'apporter à l'entreprise qui va déterminer ce que je fais. Je peux être je suis data scientist, mais je peux arriver dans une mission, on a besoin d'analyser les données. Ça n'enlève pas le fait que je suis data scientist. J'analyse les données pour cette mission. J'ai une boîte à outils. Dans ma boîte à outils, il y a les maths, il y a les stats, il y a le machine learning, il y a le deep learning, il y a la programmation, il y a la communication, il y a le monde bancaire, il y a l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle générative, quand je mets IA, c'est pour que le grand... Mais sinon, tout ce que j'ai cité avant, c'est de l'IA. Ouais. Si dans une mission, on a besoin d'utiliser l'API de ChatGPT, je garde mon outil. Il ne veut pas appeler un maçon pour qu'il vienne chez moi. Il va me montrer tous les outils qu'il connaît. Non. Il va choisir en fonction de la thématique que j'ai, quel est l'outil le plus adapté. That's all. Exactement, ouais. Parlant de machine learning, mercredi dernier, moi, j'étais chez Tesla, où j'ai testé leur nouveau véhicule, mode FSD, full self-driving, c'est-à-dire conduite autonome, quoi, full autonome. Et durant le parcours, en fait, il y a des scénarios qui m'ont choqué, quoi. Quand tu restes là, tu vois le véhicule prendre certaines décisions tout seul. Et moi, j'étais choqué. Moi, j'ai posé la question parce que là, durant le parcours, on ne pouvait pas directement poser la question au conducteur. Il était juste là, mais il ne touchait pas le volant. C'était justement un cas de problème majeur qui pouvait toucher le volant, mais durant tout le parcours, il n'a pas touché le volant. Moi, j'ai posé la question après de savoir comment il fait pour prendre toutes ces décisions-là. Parce que là, ils m'ont dit, ce qu'ils sont en train de faire présentement, ces tests-là, c'est pour montrer tous les cas possibles que la Tesla peut avoir ici en France, parce que le système, il est implémenté aux États-Unis depuis des années, et ça fonctionne très bien parce que les routes aux États-Unis aussi, c'est des routes très droites, il n'y a pas trop de virages, il n'y a pas trop de ronds-points. Et du coup, on peut aller très vite aussi. Ouais, la Tesla, elle comprend très vite dans cet environnement-là. Il m'expliquait qu'en France, aujourd'hui, c'est interdit, mais que dans certains pays comme la Belgique, le Pays-Bas, aujourd'hui, ils ont déjà opté pour ça. Et ce système-là, on a fait tout le parcours, mais quand on revient pour garer, je vois la Tesla, elle hésitait un peu. Elle a hésité? Elle a hésité, parce que pour moi, c'est un parcours qu'on n'a pas déjà, il n'a pas encore fait ça plusieurs fois. Et quand elle hésite, elle plante, elle s'arrête sur place. Il y a une alarme qui se déclenche, ça alerte le conducteur qui doit prendre le relais, en fait. Et aussi, généralement, il m'a expliqué qu'il y a un système qui est dans le véhicule, qui fait de telle façon que si tu es dans le véhicule et que tu es au volant, tu dors, il déclenche une alerte. Ouais. Et tout ça, c'est l'IA. Bah oui. Il y a beaucoup de véhicules qui ont ça, qui détectent en fait, par exemple, quand tu te fatigues. Ça détecte que tu te fatigues et tout de suite, ça te prévient que tu es fatigué, il faut te garer. Du coup, la Tesla va un peu loin. Donc, tout ça, c'est de l'IA parce que c'est entraîné sur les données. Comme tu l'as dit, il voulait se garer, il n'a peut-être pas connu cela dans son passé. Il plante. La raison pour laquelle, en fait, toutes les IA qu'on a aujourd'hui sont nourries de tout ce qu'on donne. Plus la Tesla va rester à Paris, plus elle va s'habituer aux routes de Paris, plus elle va connaître plus de situations, plus elle sera encore plus autonome. Parce que ce sont les données qui vont nourrir l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, du coup, je vais poser une question qui revient toujours. En fait, quand tu pars quelque part ou tu parles d'IA, on te pose toujours la même question. Est-ce que tu penses que l'IA va remplacer des métiers?
Ah, la question de la disparition des emplois par l'IA. Ouais. Ah, je comprends que la peur, ça fait partie des émotions qu'on a tous et toutes en tant qu'être humain. Voilà, on est des êtres émotionnels. Il y a la peur, ok? Il y a la peur qui existe quand on a une nouvelle technologie. Enfin, on a peur de la nouveauté. Ouais. Et c'est vrai pour toutes les histoires de technologie qu'on a eues au monde. Si on prend par exemple Internet en 2020, dans les années 2000, je pense que tout le monde aussi avait peur. Exactement. Je pense que nos parents, nos grands-parents, on se dit, cette génération, ils ne lisent plus les livres. On est choqués. On se dit, comment est-ce qu'ils vont perdre leur sens de l'orientation. Aujourd'hui, on a par exemple Google Maps qui nous permet de nous déplacer. Et nos parents, nos grands-parents se disent, cette génération perd le sens de l'orientation. Attention, c'est dangereux. Ouais, exactement. Internet est venu, pareil, on va perdre des emplois. On va me dire aujourd'hui que l'IA, l'IA aujourd'hui s'attaque en fait à la créativité. L'IA s'attaque à l'essence même de l'être humain, son intelligence. Dans ce débat, il y a deux visions, et je vais partager ma vision, ok? Il y a la vision des pessimistes, parmi lesquels il y a Roman Yampolsky, qui est vraiment l'une des voix les plus pessimistes de l'IA, qui pense que d'ici 3 ans, c'est-à-dire en 2030, d'ici 2030, l'intelligence artificielle va automatiser 90% des emplois. 90, ça veut dire qu'on va atteindre ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Cette IA qui est capable justement qui est plus intelligente que la plupart des êtres humains, qui fait tout en fait de façon autonome. Et donc dans cette théorie, 99% des emplois vont être détruits, ok? Ça, c'est la première théorie. Parce qu'il se dit en fait que l'IA, qu'on prend par exemple, je vais prendre quelques exemples clés. On prend les métiers intellectuels, comme les métiers de développeurs. Oui. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de créer des solutions en quelques minutes. Et c'est vrai. J'ai écouté Arthur Minge, le CEO d'Anthropic, il disait chez lui, en fait, les ingénieurs qui développent la solution, en fait, n'écrivent plus aucune ligne de code. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de remplacer les devs. Exactement. Parce que coder, faire des MVP, Minimum Viable Product pour les startups, c'est commodité, tout le monde peut le faire. Tu te prends des IA comme Cursor, comme Claude Code, comme Replit et autres. Enfin, tu fais ça en quelques secondes, tu as quelque chose qui marche. C'est vrai, c'est la réalité. Donc, il faut qu'on ait conscience de ça. Les développeurs, ça marche. On prend les graphistes. Ceux qui vont créer, par exemple, les affiches. Si tu prends des IA comme Gemini, le modèle Nano Banana, les photos sont incroyables. Et parlant même de ça, de Nano Banana, il y a ChatGPT qui a publié récemment un benchmark où ils sont remontés à la première place. Ils te génèrent une image, tu ne peux pas savoir que c'est une image qui a été générée avec l'IA. Ça devient de plus en plus réaliste, on a des deepfakes. Moi, ça me fait peur. Parce que là, même aux États-Unis, ils ont dit non, c'est pas normal. Il faut qu'à tout moment, on sache que c'est l'IA qui a généré l'image. Ouais, ça, ce sont des enjeux politiques. Comment est-ce qu'on arrive à dire c'est une image d'IA? Mais ça existe. Donc, ça veut dire que les graphistes peuvent être automatisés. On prend le domaine de la vidéo. VO3 de Google, incroyable. Les vidéos extrêmement réalistes en quelques secondes. C'est le monde dans lequel on vit, en fait. Sauf que les pessimistes pensent qu'on va remplacer justement les métiers. Mais à titre personnel, ça c'est ma conviction personnelle. Moi je crois la théorie de Schumpeter, c'est la création destructrice, si j'arrive, c'est quoi? Création destructive de l'emploi. En gros, lorsqu'on a une nouvelle technologie, il y aura des emplois qui vont disparaître, mais je crois qu'il y a de nouveaux emplois qui vont être créés. Exactement. Par exemple, on prend Internet. Avant Internet, on n'avait pas le métier de youtubeur. Aujourd'hui, MrBeast, il pèse combien? C'est le youtubeur le plus suivi. Et aussi en termes de business, il y a tellement de business, des centaines de millions de dollars qu'il va gagner chaque année. Je pense qu'il y a le milliard. J'ai pas vérifié. Il est milliardaire, je pas le million. En tout cas, c'est le milliard. Tu vois, est-ce qu'avant Internet, on avait des MrBeast? Est-ce qu'on avait l'industrie de YouTube qui générait des milliards? Je parle de MrBeast, je parle d'un de mes mentors favoris, c'est Steven Bartlett, qui a le podcast The Diary of a CEO. Aujourd'hui, sa fortune explosé grâce à la création de contenu. Avant Internet, on n'avait pas de créateurs de contenu. Avant Internet, on n'avait pas quoi d'autre? On n'avait pas les métiers de monteur vidéo YouTube. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des personnes en Afrique qui peuvent monter des vidéos et gagner leur vie grâce à ça. Il y a des personnes dans le monde qui gagnent la vie grâce au montage de vidéos YouTube. C'est pas le montage de vidéo de la télé, c'est un montage de vidéo niveau YouTube. Et ça marche. Il y a des métiers d'assistante virtuelle.
qui accompagnent les créateurs de contenu dans leur activité. C'est tout un business. La créateur économie, c'est tout un business avec tellement de métiers. Il y a les graphistes qui existent, il y a les media makers, il y a les community managers, il y a les youtubeurs, il y a même les personnes qui vont chercher l'information. Donc, c'est toute une industrie qui s'est développée grâce à Internet. Exactement. Donc, Internet est arrivé, on a la nouveauté. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Aujourd'hui, la question, ce sera, mais quel métier va arriver? Personne n'a la boule de cristal pour pouvoir deviner. Mais à titre personnel, je pense que c'est Schumpeter qui va gagner. En tout cas, on en reparle. C'est la théorie c'est quoi, créatrice descriptive, quelque chose comme ça. Et au lieu d'avoir peur, je pense que ce qu'on gagnera à faire, c'est à se demander, dans le travail que je fais aujourd'hui, à quel niveau l'intelligence artificielle peut réellement m'aider, en fait. Comment je peux prendre part à cette révolution technologique. Parce que si je prends les deux hypothèses, si l'intelligence artificielle remplace tous les métiers sans exception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la personne qui connaît utiliser de l'IA aura toujours une place dans ce monde-là, en fait, parce qu'il saura manager des IA qui travaillent. Donc, ton rôle, ce sera être manager d'IA. Même si tu peux me dire qu'il y aura une IA qui va manager les IA. Je serai la personne qui manage les IA. Tout ça vous dit, en fait, apprenez à manager ces systèmes-là. Apprenez à être des entrepreneurs augmentés. Apprenez à être des salariés augmentés. Donc des personnes augmentées par l'intelligence artificielle, parce que même si l'IA détruit tous les emplois, on gagnera à maîtriser l'IA. Maintenant, si l'IA ne détruit pas tous les emplois, si j'apprends l'IA aussi, je suis gagnant, parce que cette fois-ci, les personnes qui n'utilisent pas l'IA seront remplacées par celles qui utilisent. Donc, je sais prendre les deux scénarios extrêmes. L'intelligence artificielle remplace tous les emplois, l'intelligence artificielle ne remplace pas tous les emplois. Maîtriser l'IA me permet d'être encore plus efficace. Moi, je trouve ça très intéressant. On dit souvent qu'on peut t'apprendre, en fait, les compétences techniques à tout le monde. Mais par contre, t'apprendre à vivre en société, t'apprendre à faire preuve d'empathie, t'apprendre à avoir les human skills, les soft skills, c'est plus complexe. Donc, quand tu es une personne qui a des belles valeurs et qui est prête à apprendre, et qu'il y a l'union, bien sûr, la personne pourra bien progresser. Donc, oui, les juniors ont des difficultés. Moi, je dirais aux juniors, allez tout de suite. Moi, je crois aussi à la marque personnelle. Je crois beaucoup en ça. Je dis souvent que il faut faire en sorte que les entreprises rêvent de vous avoir. Je ne marche pas, mais du moins, c'est pas exagéré. Je pense qu'il faut vraiment que les entreprises rêvent. J'utilise bien mes mots. Les entreprises doivent rêver de vous avoir. Pourquoi tu comprends un peu le système? Aujourd'hui, on a un système français qui valorise un peu les grosses écoles. Ça veut dire que quand une personne a fait une grosse école, une entreprise rêve de l'avoir, non? Exactement. C'est un fait. Ça veut dire que moi, j'ai dit aux jeunes qui sont encore très jeunes, allez faire les grosses écoles. Pourquoi tu vas aller faire une petite école, sachant que le marché de l'emploi dans lequel tu vas aller ne valorise pas ceux de cette école-là? Tu vas te battre, la compétition, oui, assume, bosse, dur, mon ami. Va avoir 17, 18 et intègre la meilleure école possible, parce que les entreprises rêvent d'embaucher des personnes qui viennent de ces écoles-là. Ça, c'est un monde, c'est la réalité, c'est pas forcément quelque chose que je souhaiterais, mais c'est ce qui est. Maintenant, si tu n'as pas fait ce parcours élitiste, il faut qu'on rêve de t'avoir. Comment? Quelles sont les réalisations concrètes que tu as faites? Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital. Entre une personne qui a 0 abonnés et une personne qui a 100 000 abonnés, qui parle des choses sérieuses, qui aide, qui apporte de la valeur, qui est linchpin, qui est la référence de son domaine, tu penses qu'on recrute qui? Celui qui a 100 000 abonnés. Voilà. Il faut que les entreprises rêvent de vous avoir. Entre une personne qui a 0 projet et une personne qui a un portfolio de malade avec des projets qui aident l'entreprise, on va recruter qui? Celui qui a un bon portfolio. Voilà. C'est ça que j'appelle rêver, en fait, de vous avoir. Même pour les juniors. Ok, on ne veut pas des juniors, mais moi, parce que je suis Natacha, on va me recruter. Votre nom doit être votre marque. Ça doit être une signature. Quand on met le nom, on sait tout de suite que j'ai envie de bosser avec cette personne. Et c'est à ce jeu-là qu'il faut jouer lorsque l'intelligence artificielle devient de plus en plus performante. C'est un jeu qui est difficile, parce que ça demande de travailler plus que les autres. Mais sur le long terme, c'est gagnant. Et il y a une vision de la vie que j'ai, c'est que dans le monde, en fait, tout est difficile. D'accord? Tout est difficile. Si par exemple, aujourd'hui, tu décides de ne pas travailler, tu décides de ne pas faire du sport, tu décides de ne pas manger sainement,
c'est facile, n'est-ce pas? Parce que tu vas manger au McDo, tu vas dormir toute la journée, tu vas regarder les séries, c'est facile. Mais résultat, dans quelques années, tu seras gros, obèse, sans situation professionnelle, sans argent. Donc, ce sera difficile plus tard, on est d'accord? C'est ça la conséquence plus tard, c'est difficile. Une personne qui aujourd'hui est rigoureuse, est sérieuse, bosse, travaille, fait du sport, mange sainement, on est d'accord que c'est pas facile. Avoir la motivation de faire ça tous les jours, c'est dur. Mais dans 3 ans, les effets cumulés font en sorte que ça devient facile. Donc il faut choisir ta difficulté. Est-ce que tu veux la difficulté maintenant? Ou alors tu te dis je veux la facilité maintenant et avoir la difficulté plus tard. Donc il faut choisir quelle difficulté tu veux. Et moi j'ai fait mon choix. Ouais, c'est le cas pour toi parce que je sais, il y a une histoire où tu racontais, il y avait des jours, même pendant Noël, le 25, tu travaillais, tu bossais dur. Ouais. Et je vais même te raconter un truc. La semaine dernière, je suis rentré du travail, j'étais épuisé. Bon, j'ai travaillé juste 1 heure de temps. Après, je me suis dit, bon, je vais m'allonger pour dormir. Et quand je vais m'allonger, je vois une notification YouTube. Ouais, le coin start en live. Je me dis, ouais, mais là, je vais dormir. Pourtant, Natacha elle est en train de bosser. Bah oui. Malgré le niveau avancé qu'elle a aujourd'hui, moi qui veut scale mon niveau, qui veut scale up, elle est toujours en train de bosser. Donc, je me suis dit non. La fatigue est directement finie. Je me suis levé, je me suis dit, il faut que je bosse. Ouais, si tu es fatigué, il faut vraiment te reposer. Hein. Ça, c'est vrai. Mais en fait, il y a... Par moment, tu te dis... En fait, quand tu te mets dans la tête de fois que tu es fatigué, le cerveau, il rend ton corps fatigué. C'était le style de fatigue, là. D'accord. En fait. Mais si tu es vraiment fatigué, il faut te reposer quand même. Parce que moi, je m'oppose. Et ce que tu dis, c'est très important parce que il y a une personne qui travaille énormément. Je connais Philippe Simon, n'est-ce pas? Ouais, Philippe, on s'est rencontrés. Est-ce que tu as vu la cadence avec laquelle Philippe Simon fait des vidéos? Ouais. On est d'accord qu'il a une chaîne, il a 1 million d'abonnés, il est suivi par des personnes, il est adulé, il est critiqué, il y a tout ce qu'il y a derrière lui. Ouais. Mais on va valider une chose tout ensemble. Philippe Simon fait des lives de 3 heures, 4 heures tous les jours, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. C'est un travail de dingue. Ouais, c'est un travail, c'est abusé. Non, en quelque sorte, c'est abusé. Non, c'est pas abusé. Il faut demander, tout dépend des objectifs, tout dépend de ta vision. Ouais. C'est un travail de malade. Pendant les personnes sont là en train de critiquer, le monsieur bosse. Parce qu'il y a une vision, il y a une trajectoire. Donc moi, je peux qu'encourager les gens à bosser. Au lieu de balader sur les réseaux sociaux, allez bosser, allez créer vos rêves, allez donner vie à vos idées. Et c'est ce que je fais sur le Coin Start. Je donne vie à mon idée. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la meilleure plateforme tech, data et IA dans la francophonie. Et je bosse tous les jours pour cela. Ouais, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je te considère comme la queen de l'IA en Afrique francophone, quoi. Parce que quand je pars sur YouTube, sur LinkedIn tous les jours et que je vois que tu postes, tu postes même 2 fois par jour, les trucs comme ça. Moi, je me dis, comment elle fait, quoi? Ouais. Je veux vraiment arriver à ce niveau-là où j'arrive. Je publie aussi 2 fois par jour. Il faut décider. Ouais. Tu sais qui m'inspire là-dessus? Il s'appelle Seth Godin. Il fait juste te montrer les personnes que je suis. Tu vas te rendre compte que Natacha, elle a encore des choses. Elle doit progresser, en fait, tu vois. Ouais. Honnêtement, je fais des choses incroyables. Ouais. Seth Godin, devine quoi? Il a un site. Va sur le site sethgodin.org. Ouais, je vais regarder après. Depuis plus de 25 ans, tous les jours, je dis bien tous les jours, un directeur marketing de Yahoo qui a réveillé des dizaines de livres qui sont best-sellers, tous les jours, il écrit un article. Depuis 25 ans. Wow. Steven Bartlett, avant d'avoir le podcast qu'il a aujourd'hui, tous les jours du 1er au 31, il écrivait sur X. Une personne ne peut pas réussir dans le monde d'aujourd'hui sans penser à la création de contenu. C'est pas possible. Une personne qui a une grande vision en 2026 ne peut pas enlever la création de contenu de son mécanisme, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Prends les exemples. Steven Bartlett, Philippe Simon le fait, Seth Godin que je suis le fait, Mel Robbins le fait. C'est l'une des plus grosses influenceuses en matière de développement personnel. Elle publie des podcasts 3 fois par semaine depuis des années. Ouais. Mais qui suis-je pour ne pas le faire? Ouais, qui suis-je? Non, en fait, on a tous ces personnes en 24 heures, comme moi. Ouais, 24 heures, ouais. Des fois, tu as même l'impression qu'eux, ils ont plus de 24 heures, quoi. C'est juste une question d'organisation. Ouais. Je peux citer les exemples, ils sont énormes. Gary Vee, lui, ça fait déjà plus de 11 ans. Va sur YouTube, TikTok, il fait 500, c'est quoi, c'est 400 contenus par semaine. Pendant que toi, tu galères à faire un post par jour, lui, c'est 400
Pas 10, pas 20, pas 30, 400. Oh, c'est énorme. Donc, quand tu vois une personne qui fait des choses incroyables, en fait, il faut regarder le travail que la personne fait. 400. Alex Hormozi, c'est l'une des voix les plus suivies en matière de business. Pareil, c'est 350 contenus. Je ne sais pas si c'est par jour, c'est par semaine. Je vais vérifier la stat. Ouais. Même si c'est par semaine, c'est déjà incroyable. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai regardé, c'est Coach Kojo. Coach Kojo? Ouais. Oui. Depuis pratiquement 6 mois, il fait des lives de plus de 2 heures par jour. Et moi, je me disais, comment il fait ça? Il a compris. Enfin, il faut discuter avec les gens, il faut aider les gens à grandir, il faut parler, Enfin, c'est un travail de dingue, en fait. Ouais. Coach Kojo, il le fait 2 heures par jour. Toi, tu es étudiant, tu viens de commencer à travailler, tu n'as pas d'enfant, tu dis que tu n'as pas le temps. Non, c'est pas. Il ne parle pas de toi, qu'elle dit toi. Attention, qu'elle dit toi. C'est pas de toi que je parle de ceux qui nous suivent. Attention, Ouais. Il faut faire la nuance. Ouais, quand je dis toi, c'est une façon de dire en fait que la personne qui nous suit là, Ouais. tu as un travail, tu as 24 par jour, tu n'as pas d'enfant. Même si tu avais des enfants, tu n'as pas d'enfant et tu n'arrives pas à faire un post par jour. Ouais. Il faut se remettre en question. Il faut travailler son organisation, il faut travailler sa discipline. Ok. Bon, Natacha, je vais te poser une question toujours dans le domaine de l'IA. Pour quelqu'un qui apprend, en fait, qui est nouveau aujourd'hui dans le domaine, qui vient d'entrer dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement dans le domaine de l'IA, si la personne a 500 € aujourd'hui et un ordinateur, dans quel domaine tu pourrais orienter cette personne-là pour qu'il puisse gagner plus d'argent, en fait? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IA, quand je parle de l'IA aux C'est quoi le gens, profil de la personne déjà? la personne veut gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, en fait. Ok. Parce que moi, aujourd'hui, je parle de l'intelligence artificielle aux gens. On dit oui, mais si ça ne me permet pas de gagner de l'argent, pourquoi je vais faire de l'intelligence artificielle, quoi? Et donc, du coup, je pose la question, si quelqu'un a ce profil-là, la personne a 500 € pour développer. La personne a quelle compétence? La personne a des bonnes bases, par exemple, en data, un peu en data, data scientist, les notions de base en data scientist, data engineer, quoi. Une personne a 500 €, elle a un diplôme. Elle est diplômée, elle est ingénieure, quoi. Ok, 500 €, c'est un petit budget, c'est pas énorme. Hein. Ouais. Et en plus, même gagner de l'argent, c'est pas une question de business. C'est pas une question d'argent, 500 €, c'est rien du tout. C'est considéré que tu as zéro, en fait. Ouais. Si aujourd'hui je démarre, j'ai des compétences en data et je veux gagner de l'argent, il faut savoir que la première chose à avoir, je dois investir dans mes compétences. Avec les 500 €, tu sais ce que je fais? Non. J'achète un micro. Ce micro, ça coûte peut-être 250 €. J'achète ce micro, j'achète une lumière à 200 €. Je commence à publier du contenu tous les jours. That's all. Et je reviens dans 3 ans. Dans 3 ans, tu seras surpris du résultat. Donc, ça veut dire que je n'ai pas d'idée. Ouais. Je jette 500 €. J'ai les compétences en data IA. J'achète ce micro-là, 250 €. J'achète la lumière, peut-être 200 €. Et je lance ma chaîne YouTube. That's all. Je crée du contenu pendant 3 ans. Pendant que je crée du contenu, je propose des formations pour accompagner des personnes. Parce que j'ai la compétence en data. Je peux former des personnes qui maîtrisent la data. Imagine-toi, je fais une formation. La formation coûte 3 000 €. Il faut former combien de personnes pour avoir 10 000 € par mois? Si tu veux avoir 10 000 €, à peu près, la formation c'est 3 000 €. Il faut 3 personnes. 3 personnes, tu es déjà presque 9 000 €. Vraiment, tu formes 3 personnes. C'est vrai que ton rôle, c'est d'aller trouver les 3 personnes qui ont besoin de toi. Exactement. C'est tout. Et dès que tu as ces 10 000 €, tu essaies d'avoir plus, tu augmentes. Et maintenant, quand tu as ton idée de business d'IA, tu as du cash pour investir. Parce que faire les bots d'IA, ça demande du cash. Ouais, c'est pas, n'imagine pas, ne pense pas qu'avec 0 €, tu vas aller créer, comment tu vas créer les coûts d'API? Comment tu fais tout ça? Il faut prendre des abonnements, des trucs énormes. Pendant ce temps, tu peux développer ton MVP. Mais moi, ce que je ferais, j'insiste, j'achète ce micro, j'achète de la luminosité, je me mets à faire des vidéos YouTube chaque semaine. Je prends aussi également mon abonnement Claude. Ah oui, c'est vrai, l'abonnement Claude pour m'aider à améliorer mon contenu. Et j'attends 3 ans. La réussite rapide n'existe pas. J'attends 3 ans. Et pendant ces 3 ans, peut-être au bout d'un an, je commence à voir mon abonné. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent apprendre la data IA? Je peux commencer à faire gratuitement. Si vous avez aimé, j'analyse, j'évalue. Une fois que j'ai bien compris ce que les gens veulent. On dit souvent que pour pouvoir gagner de l'argent, c'est une question d'offre et de la demande. Ok. Si les personnes qui te demandent sont plus nombreux que la quantité que tu es capable d'offrir, ceux qui veulent vraiment t'avoir doivent payer pour t'avoir. Exactement. That's all. Exactement. Tu vois, au début, personne ne me connaît, c'est vrai que personne n'est prêt à payer pour se former avec moi. On est d'accord. On est d'accord, ouais. Bah, dès qu'il y a 100 000, il y a 10 000 personnes qui me connaissent, il y a même 5 000 personnes qui me connaissent, il y a 10 000, tu vois, déjà tout de suite, je peux déjà mettre des prix pour accompagner certaines personnes. Et c'est comme voilà un business que j'ai lancé, en fait.
Il faut pas chercher loin. Ouais, c'est... Avec la compétence que tu as. C'est à côté, quoi. Bah oui. Avec les expertises que tu as, apprendre les personnes à avoir ton expertise, à gagner ce que tu as. Ne veux pas chercher à apprendre aux gens ce que tu n'as pas. Je maîtrise la data, je maîtrise l'IA, j'apprends aux personnes à maîtriser la data et l'IA parce que j'ai l'expérience, j'ai l'expertise. Et les gens sont prêts à mettre de l'argent pour se former auprès d'une personne qui est experte. Effectivement. Et du coup, toi, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en freelance? Parce que je sais que avant tu travaillais dans les gros groupes comme Société Générale, EY et plein d'autres banques, quoi. Du coup, moi, je sais que dans ces banques-là, on paye énormément bien, on paye bien, quoi. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer en freelance aujourd'hui? C'était une quête de sens, hein, honnêtement. Parce qu'en tant que salarié, à la base, moi, je voulais juste évoluer dans la hiérarchie. Je n'avais pas forcément de rêve entrepreneurial. Je ne connaissais même pas ce que ça veut dire entreprendre. Et j'ai fait 1 entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Je commençais déjà à me demander, en fait, quel est l'impact que j'ai. Et dans tout ce parcours de questionnement, enfin, j'ai un aîné qui m'a parlé, qui m'a fait découvrir le cadran des cash flows de Robert Kiyosaki. En gros, dans la vie, pour pouvoir réussir, tu as le premier cadran, tu as le salarié qui échange son temps contre de l'argent. Et son temps appartient à l'entreprise. Et comme c'est l'entreprise qui prend tous les risques, le salaire que tu vas gagner, c'est le minimum nécessaire pour ne pas démissionner. Ça, c'est le salariat. Ensuite, tu as le freelance, échange son temps contre de l'argent. Il a un peu plus de liberté, mais... Il y a une certaine sécurité aussi qu'il n'a pas aussi. Sécurité, c'est une question d'état d'esprit. Pour moi, la sécurité, ce n'est pas un contrat. Ma sécurité à moi, c'est les compétences que j'ai. Parce que quand j'ai les compétences, tout le monde va me chercher pour avoir ma compétence, en fait. La sécurité, c'est pas le CDI. Il faut faire attention à ça. Il faut arrêter avec ces erreurs-là. La sécurité, ce n'est pas le CDI. La sécurité, ce sont les connaissances que j'ai. Ce sont les compétences que j'ai. C'est le réseau que j'ai. C'est ça, ma sécurité. Et aussi ma volonté d'apprendre tous les jours. Pas un contrat, tu vois. Que ce soit salarié, freelance. Non, les freelances sont en sécurité. C'est une erreur. OK? Donc, grâce au freelance, tu peux faire x3. Ensuite, tu as la partie entrepreneur. Là, pour le coup, tu bosses encore plus. Et tu as la partie investisseur. OK? Donc, quand je comprends ça, je suis en quête de sens. Je me dis, je peux faire la même chose et gagner 3 fois plus. Bah, longtemps, c'est le freelancing. Vraiment, c'était ça la réflexion derrière. Et depuis, je me rends compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est la voie qui correspond à mon profil. Parce que j'aime les challenges, j'aime les défis, j'aime quand ça bouge, j'aime être dynamique et j'aime bien résoudre des problèmes concrets. Et grâce à l'entrepreneuriat, c'est ce que ça porte en fait. Et donc aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la data et l'IA. Oh, c'est super. Et parlant de parcours aussi, de réseau, comment tu fais aujourd'hui pour trouver facilement tes missions, quoi? Trouver facilement, rien n'est facile. Bah, le mot facilement, ça m'embête un peu. Rien n'est facile. Trouver des missions, comment je fais? Déjà, c'est mon réseau. Et quand on parle de réseau, ce sont les personnes que j'ai rencontrées quand j'étais salarié. Je dis souvent qu'être salarié, c'est être payé pour connaître les problèmes de ses clients. Et chaque personne que vous rencontrez, ce sont vos potentiels clients, en fait. Donc, mon réseau, c'est celui-là. C'est toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ma carrière. Et c'est le premier réseau, c'est le réseau le plus efficace. Après, il y a mes réseaux sociaux. Toutes les personnes que j'accompagne, les personnes qui me découvrent, qui voient ce que je peux leur apporter, qui me contactent. Ça, c'est le deuxième réseau que j'ai. Donc, c'est comme ça que je fais pour trouver mes clients. Même mon réseau personnel, les réseaux sociaux. LinkedIn, la force. LinkedIn, YouTube, TikTok, peu importe en fait. Parce que quand les gens me découvrent sur TikTok, ils viennent sur LinkedIn. Ils me découvrent sur YouTube, ils viennent sur LinkedIn. Donc, c'est un écosystème qui est autour. Moi, je pense aujourd'hui, LinkedIn, c'est l'environnement le plus favorable pour trouver des missions, que ce soit des missions ou bien du travail, quoi. C'est la plateforme B2B de référence. Et c'est là où il faut le plus investir, tu trouves? Je ne veux pas utiliser les mots il faut. Je trouve que ce qu'il faut, c'est apporter le maximum de valeur aux personnes qui nous suivent. Ah, ok. Après, tu peux aussi apporter de la valeur sans toutefois être très connu, quoi. Très connu sur les réseaux. Tu sais, on dit souvent que... Je vais te donner ma phrase magique, en fait. C'est que la forme, c'est tout simplement le fond qui remonte en surface. Ça veut dire qu'une personne qui fait de la qualité a beaucoup d'abonnés. Par contre, une personne qui a beaucoup d'abonnés n'a pas forcément beaucoup de qualité. Tu vois ce qu'on dit? Les deux sont liés, en fait. Je ne te dis pas que le nombre d'abonnés, c'est le seul critère. Mais quand tu fais quelque chose de bien... il y a les abonnés qui vont venir. Exact. Parce que tu leur apportes... C'est pour ça que j'ai mis le mot « apporter de la valeur ». Les gens viennent s'abonner à toi, pas parce que tu cherches un travail,
L'erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est... Je parle toujours d'humanité parce que les gens oublient qu'on est des êtres humains. On va sur LinkedIn parce qu'on cherche un travail. Je trouve que c'est égoïste. Être sur les réseaux sociaux, c'est faire preuve de générosité. Ouais. C'est aider l'autre à grandir. C'est qu'est-ce que j'ai en moi que j'ai envie d'apporter dans ce monde, en fait. Et c'est ça qui permet de créer une communauté efficace. Donc, si c'est sur LinkedIn, fine, va sur LinkedIn, fais-le. Si c'est YouTube, va sur YouTube, fais-le. Si c'est sur TikTok. Moi, j'étais surpris, j'ai fait un live sur TikTok. Je me rends compte que les personnes qui me suivent ont 15 ans, 20 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Oh. Donc, ils sont partout, en fait. Ouais. Choisis la plateforme qui te plaît le plus. Moi, c'était LinkedIn. Et là, ce sont des personnes qu'on appelle des chasseurs de tête, quoi. Ils viennent chercher des profils adéquats aux problèmes qu'ils ont. Pas forcément. Il faut savoir que même le directeur de la plus grosse entreprise que tu connais est sur TikTok. Il va aussi apprendre. Ouais. Il va aussi se divertir. Ouais. Vous pensez que qui regarde les personnes qui ont 1 million d'abonnés là, qui les suivent? Ouais. Il y a ce même truc, les gars pensent que TikTok c'est seulement pour les jeunes. Même le directeur général suit TikTok. Peut-être qu'il a un faux profil, mais il est sur TikTok. Moi, je suis sur TikTok. Ouais, mais c'est beaucoup plus professionnel, d'une façon professionnelle, quoi, sur TikTok. Comment ça, professionnel? C'est plus ton côté professionnel qui est sur TikTok. C'est pas un côté, c'est Natacha. Ouais. Non, c'est pas un côté, c'est Natacha. Tu passes aussi ton temps aussi sur TikTok à scroller, regarder. Bah, je suis humaine, tout le monde scrolle. Tout le monde scrolle. J'ai arrêté, bien sûr, j'ai supprimé sur LinkedIn, TikTok, pardon, mais tout le monde scrolle. Il faut venir mentir aux gens sur les réseaux sociaux que non, moi, je suis superwoman. Je suis un robot. Je suis robot. Non, je suis une humaine, ça veut dire que j'ai les mêmes émotions que tout le monde. J'ai les addictions aussi. Et ça ne m'empêche pas d'avoir de l'impact, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Ouais. On peut être sur TikTok et aider les gens à grandir. Ouais, on peut être sur TikTok et être un professionnel accompli. Donc, juste pour dire que moi, je vous dis, venez sur LinkedIn. Parce que c'est plus facile, entre guillemets. Mais TikTok aussi, c'est bien, très bien. YouTube aussi, c'est... Bon, YouTube, je pense que s'il va choisir YouTube. En fait, YouTube, c'est bien. YouTube, je pense que c'est la meilleure plateforme. Pourquoi? Parce que tu fais une vidéo YouTube, après 3 ans, la vidéo... En fait, moi, il parle souvent de... Si tu veux gagner de l'argent, par exemple, c'est l'effet cumulé, en fait, qui est la clé. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de faire une action qui a des effets multiplicateurs. Et YouTube apporte ça. Je fais une vidéo, aujourd'hui, tu vois, on enregistre ça. Mais dans 10 ans, la vidéo sera là. Ouais, la vidéo sera là, ouais. Donc, c'est un investissement qu'on a fait un après-midi qui est rentable sur 10 ans. Et c'est ça, YouTube. Et c'est pour ça que j'aime YouTube. Et moi, je pense aussi YouTube est aussi beaucoup plus professionnel, quoi. Le contenu est beaucoup plus cadré. Contrairement à TikTok, où sur TikTok, on trouve tout... TikTok, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Maintenant, c'est à toi d'apporter qui tu es. Moi, j'apporte qui je suis sur TikTok aussi. J'apporte une partie de Natacha. Donc, sur chaque réseau, j'apporte qui est Natacha, en fait. Et il ne faut pas forcément faire comme tout le monde. Faites comme vous. Exactement. Faut pas... Bon, c'est vrai que j'ai voulu copier un peu Natacha, mais après, à un moment donné, moi, je vais essayer de créer mon propre chemin, quoi. En fait, savoir pointer sur les bonnes connaissances que je sais que je maîtrise, quoi. Pas forcément que je vais suivre Natacha à la lettre, quoi. Bah, s'inspirer, c'est important. Attention, moi, je m'inspire d'autres personnes. Ouais. Je m'inspire de Steven Bartlett, je m'inspire d'Ali Abdaal, je m'inspire de Mel Robbins. Bah, c'est humain, c'est normal. Et quand je m'inspire de ces personnes-là, je ne serai jamais ces personnes parce que ce n'est pas possible. Exactement. Moi, je m'inspire de Philippe aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la tech, moi, je m'inspire de Natacha. Mais je ne pourrais jamais être comme Philippe Simo dans l'entrepreneuriat. Et c'est même bien. Ouais. C'est bien que tu ne sois pas comme lui, en fait. Je serais moi-même. Voilà. Ouais. Mais c'est important de t'inspirer de Philippe. C'est important d'être de Natacha. C'est important d'inspirer d'autres personnes parce que ça te permet aussi d'exprimer qui tu es réellement. Tu vois. Exactement. Ok, on revient dans le domaine de l'IA, en fait, ce qui est dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'avais aussi regardé une de tes vidéos où tu disais qu'en 2025, tu as failli faire un burn-out, parce que tellement ça allait très vite. Tu te réveilles le matin, tu vois Claude a fait ceci, le lendemain tu te réveilles, tu vois ChatGPT a plutôt fait ceci, le lendemain tu vois Gemini a fait ceci. Est-ce qu'avec cette évolution-là, tu penses que d'ici 2-3 ans, le monde il va complètement changer? Et que l'Afrique aussi doit se mettre au pas pour pouvoir bénéficier de cette révolution-là? C'est vrai que quand j'ai dit burn-out de l'IA, ce qui m'avait... Tu sais, je fais des vidéos tous les jours. Ouais. Au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi ce monde où tous les jours il y a de la nouveauté? J'ai fait stop, je me suis dit, on se concentre sur l'essentiel. Et c'est l'une des plus grosses questions que j'ai dans ma communauté, c'est quelle IA je dois choisir? Parce que tous les jours, tu as vu, il y a Flab le 5 qui vient de sortir.
On parle de Sonnet 5 aussi. En fait, Claude a sorti Sonnet 5 aussi. Ouais, ça, je sais. Est-ce que c'est vraiment pertinent de quitter de Opus 4.8 à Sonnet 5? Peut-être pour la plupart des usages, non. Donc, moi, ma recommandation à ce niveau, c'est de rester vraiment, de comprendre les bases. Dans tout ce que vous faites, en fait, ce sont les bases qui vont vous permettre d'être excellent. Bon, ok, tu as ta version de ChatGPT qui est bien. Tu sais que Fable 5, ça existe. Mais je ne vais pas forcément tout de suite aller utiliser Fable 5, tu vois. C'est comme ça que je le vois, en fait. Et l'Afrique, pour l'Afrique, je pense que la plus grosse force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Et quand on parle d'intelligence artificielle, je ne sais pas si tu as vu en août dernier, Meta recrutait des data scientists, des ingénieurs en intelligence artificielle. C'était des centaines de millions d'euros l'année. Plus que des footballeurs, en fait. Oh. Et imagine les talents africains qu'on a, qui se forment à l'IA et qui arrivent à gagner ce genre de salaire. Moi, c'est l'image que j'ai envie de partager. J'ai envie de leur dire, écoutez les amis, allez vous former à l'IA et devenir des data scientists, des data analysts, maîtriser la tech, intégrer dans vos systèmes. Je tiens aussi à rappeler qu'aujourd'hui, quand on regarde les avancées d'IA, en fait, il y a des continents, chaque continent a son propre modèle, quoi. Parce que même en Europe, on a Mistral, aux États-Unis, on a ChatGPT, on a Claude, en Asie, on a DeepSeek, on a Kimi, plein d'autres modèles. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, là, en Afrique, on a pratiquement rien, quoi. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte très cher. En termes de budget, ça coûte très cher de développer ces modèles. Je ne suis même pas sûr qu'on ait envie de développer nos propres modèles. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de ça. Parce que ça coûte énormément cher. On a d'autres enjeux. Premier enjeu que je vois tout de suite, ce sont les données. J'ai dit, il n'y a pas d'IA sans data. La dernière fois que je suis rentrée au Cameroun, j'étais choquée. J'arrive à l'aéroport. Je me rends compte qu'on écrit mon nom avec le bic sur le papier. J'ai vécu ça. Il fait en 2025, c'est pas. Je fais what? On écrit mon nom avec un stylo sur une feuille de papier. Ouais. On n'a pas encore automatisé le système. Parce que ce sont les datas. Quand j'arrive, on doit renseigner ces datas quelque part. Quand je ressors du pays, on doit enregistrer ces datas quelque part aussi. Exactement. Quand je passe la douane, où est-ce qu'on stocke toutes ces datas-là? Ce sont des données perdues après parce qu'ils gardent dans des registres. Peut-être qu'il va devoir saisir ça plus tard. Je ne sais pas comment ils gardent ça, mais. Et ça, j'ai pris ça à l'aéroport, tu peux faire ça dans tout. Même en entreprise. On enregistre encore, stylo, feuille, on écrit. Non, il faut collecter les données, il faut les structurer. Tu es data engineer, tu le sais. Il faut les structurer. Et c'est quand on aura un système de data, nos données qui sont de qualité, qu'on pourra aller plus loin. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on peut faire déjà. Je me rappelle, je parlais récemment d'une application qui va, tu vois, l'IA aujourd'hui connaît l'anglais, le français, mais il y a les applications qui sont spécialisées en Wolof, qui va dépendre des personnes qui ne parlent pas français à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, des IA qui sont appliquées avec nos langues locales plutôt, qui vont nous aider justement à avancer. Personnaliser l'IA dans l'agriculture aussi, pour aider justement à avancer dans le domaine. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas sûre qu'on a forcément envie de créer un Mistral ou bien un ChatGPT, mais créer un modèle frugal qui est adapté à notre contexte, c'est ça le vrai enjeu à avoir. C'est-à-dire utiliser les modèles open source qu'on a. Utiliser les modèles open source avec les bons systèmes d'information, avec nos propres data centers, et on pourra donc créer des solutions propres au système africain. Ouais. Moi, je vais te partager une petite histoire que je suppose que toi, tu ne connais pas. Ok. Moi, je suis arrivé ici en France en 2022. Oui. Et de base, moi, je suis développeur full stack. C'est-à-dire, étant passionné de l'intelligence artificielle, parce que déjà, avant, moi, je faisais des trucs avec Python, avec du speech, avec du speech to test. Je parvenais à faire des trucs du genre, je prends un test en entrée, je prends de la voix en entrée, je transforme en test, et puis j'utilise mon script Python avec des bibliothèques pour avoir des trucs où je demande à mon script Python de faire des recherches sur Internet, de faire des trucs. Et moi, ça me passionnait, quoi. Moi, je voulais aussi faire des trucs avec des robots pour ça. Et dans l'environnement où j'étais, c'était pas du tout favorable. Quand je faisais ça à côté de mes camarades de classe, je me disaient que celui-ci, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Ils n'avaient aucune notion de ce que je faisais, quoi. D'accord. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai opté pour la France. Du coup, quand j'arrive en France... Ok, ça, c'était où, dans quel pays? Au Cameroun? Au Cameroun. Ah, donc tu fais déjà du deep learning, de la reconnaissance de texte? Mais c'était pas poussé, c'était pas très poussé. C'était juste déjà, je fais pour m'amuser, je fais des trucs pour m'amuser, quoi. Mais c'était pas très poussé, en fait. Et donc, du coup, j'intègre une école privée en France, que je ne vais pas d'ailleurs citer le nom. Initialement, il m'avait dit que je devais faire de l'intelligence artificielle dans ma formation. Sauf que quand j'arrive à l'école, je vois la formation, c'est une formation
en dev. Donc, c'est-à-dire, je continue toujours en dev. À un moment donné, je me suis plaint. Au point où ils ont intégré, au deuxième semestre, ils ont ajouté la data dans notre parcours. Et dans la data, il y avait des notions, parce que c'était plus du data scientist. Et moi, je voulais faire du machine learning, du deep learning pour pouvoir normalement approfondir mes connaissances en IA. Ouais. Et c'est pour ça que je commence à fouiller sur Internet pour chercher des ressources, tout ça et autres. Et c'est où je tombe sur la chaîne Le Coin Stat, où tu expliques de façon détaillée les notions sur la régression linéaire, la régression logistique, les arbres de décision, le random forest. En fait, ce sont des trucs qui m'ont vraiment, pour quelqu'un qui découvrait, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Et je vais te dire aujourd'hui, en fait, en quelque sorte, tu as transformé ma carrière, quoi. Parce que c'est quelque chose de très impressionnant, parce que pour moi, et surtout aussi que j'avais regardé une de tes vidéos où tu disais, au départ, tu avais des connaissances dans le domaine de la data, mais tu avais aussi une certaine timidité, en fait. Tu avais du mal à échanger avec des gens, tout ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as voulu créer cette communauté-là pour pouvoir échanger avec les gens tous les jours. Donc, cette partie-là, ça m'avait tellement marqué parce que dans cette histoire-là, moi, je me reconnaissais dans cette histoire-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi aussi, également, j'ai décidé de créer Horizon IA. Waouh! C'est ce que tu me dis, Ronald. Ça me touche profondément, en fait. Parce que, au-delà même de rompre cette timidité, c'est aussi pouvoir être celle-là qui aide d'autres personnes à passer à l'action. Et donc, quand je vois que tu passes à l'action, quand je vois que tu crées ta chaîne YouTube aussi, et que tu m'invites sur ma chaîne, franchement, c'est un honneur parce que ça montre en tout cas que le travail qu'on fait, il marche et qu'il aide vraiment. Donc, merci à toi pour c'est moi qui te dis merci. En fait, moi, je te demande de continuer à faire vraiment dans ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, je suis la preuve vivante que ce que tu fais, ça impacte vraiment les gens. Parce que de base, en entreprise, moi, je fais du data ingénieur. Je suis data ingénieur. Mais moi, je suis passionné par l'intelligence artificielle. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de regarder ta chaîne tous les jours et de voir que tu parles des tendances, des différents modèles d'IA. Moi, ça me passionne, quoi. Donc, du coup, c'est ça qui m'a... Et comme moi, je disais toujours à mon cousin, moi, j'ai rêve de rencontrer Natacha et pour qu'on essaye de parler de l'IA un jour. Et cette année, on a annoncé le Mboa Paris. On a annoncé le Mboa Paris. Mon cousin m'a parlé du Mboa Paris. Tout de suite, j'ai dit non, moi, je vais pas aller au Mboa Paris parce que moi, je sais pas ce que je vais aller là-bas faire. Un jour, je scrollais LinkedIn. Je vois le post de Natacha où elle dit elle sera modératrice au Mboa Paris. J'ai dit à mon cousin, est-ce que tu vas aller au Mboa Paris? Il m'a dit non, tu m'avais dit que tu ne devais pas aller au Mboa Paris. Mais j'ai dit, mais là, tout de suite, je viens de prendre mon billet là, je vais aller au Mboa Paris. Et moi, j'ai un objectif. J'arrive au Mboa Paris, je rencontre Natacha, on discute. Pour moi, c'est fini. L'événement est fini. Après, je vais rentrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Quand je suis arrivé au Mboa Paris, on a discuté, on a fait tous les ateliers. Et dès que j'ai fini les ateliers, je suis rentré. Tout ce qu'il y avait à côté, concert, tout ça, moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je suis focus sur un objectif. Et c'est important ce que tu dis. Hein. Je profite déjà pour ceux qui nous suivent aussi, pour dire en fait que, déjà, Natacha Njongwa, comme tu dis, à la base, j'ai fait l'ENSAI, qui est une école d'ingénieur en data science. Et moi, j'ai été passionnée par la data et l'intelligence artificielle. Et je pense profondément que tout le monde devrait également comprendre, parce que quel que soit le métier, en fait, ces thématiques-là, en fait, ça impacte. Que ce soit les médecins, que ce soit les professeurs, les infirmiers, les ingénieurs en chimie, toute l'économie, en fait, est impactée par l'IA. Et partager sur les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi de faire en sorte que tes clients arrivent à te trouver facilement. Tu vois? Exactement. Aujourd'hui, tu es data ingénieur. Je pense que peut-être tu vas chercher un travail. Tu te demandes ton propre compte, tu vas chercher une mission. Et être sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de faire en sorte que on arrive à être expert dans son domaine, en fait. Parce que l'IA évolue tous les jours. Vraiment, tous les jours, il y a un nouveau modèle d'IA. Tous les jours, il y a de nouveaux outils. Tous les jours, on a de la nouveauté. Récemment, il y a Fable 5. Fable 5 dans Copic. À la base, en fait, Fable 5 a été interdit par le gouvernement américain. Du moins, Donald Trump ne voulait pas que Fable 5 soit utilisé par des non-américains parce qu'il semble-t-il que le modèle avait des problèmes de cybersécurité. Et Copic n'avait pas la capacité de restreindre le modèle aux non-américains. Donc, on a suspendu pendant quelques jours. Et depuis hier, on a encore accès à ces modèles. Et c'est incroyable ce que c'est capable de faire, en fait. C'est capable de nous permettre de gagner du temps. Et donc,
clairement, ce sont des enjeux importants qu'il faut que tout le monde maîtrise. Ouais, exactement. Est-ce que pour toi, il existe une meilleure IA? Parce que bon, les gens vont te poser la question, tu me conseilles d'utiliser quelle IA je dois utiliser? Est-ce que pour toi, il existe une meilleure IA, quoi? C'est encore une question qui revient parce que comme il y a un embarras de choix, on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, on a parlé de Fable 5 qui est très bien coté en Copic. Moi, je dirais ça dépend de ce que tu veux faire. Okay? Si tu es un utilisateur classique, lambda, tu fais des emails, tu poses des questions, ChatGPT, c'est vraiment très bien pour toi. Aujourd'hui, sur le marché, OpenAI, c'est le leader en matière d'intelligence artificielle. Donc, ChatGPT, c'est très bien. Maintenant, si tu as des besoins plus avancés, surtout pour les entreprises qui veulent faire de l'agentivité, donc créer des agents IA autonomes qui vont réaliser les tâches pour vous, Claude Code, c'est la magie. C'est complètement fou, Claude Code. Tu crées ton agent IA et c'est accessible. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est accessible à tout le monde. À monsieur et madame, tout le monde peut avoir accès à Claude Code et créer ses propres agents. Un agent qui publie tes posts LinkedIn. Un agent qui va envoyer des emails à tes clients. Un agent qui va faire tes factures. Un agent qui va faire ta compta. Un agent, bref, quelle que soit la tâche, avec Claude Code, tu peux créer un agent personnalisé. C'est vraiment très simple à faire. Donc moi, je dirais, pour la partie agentivité, la partie codage, je dirais vraiment Claude Code. Après, si aujourd'hui, tu es dans une entreprise où on est dans l'écosystème Google, on a besoin de faire des images, on a besoin de faire des vidéos, bien évidemment, Gemini, c'est la meilleure sur la thématique. Maintenant, j'ai des IA chinoises comme Kimi, comme Qwen, comme Dixit. On peut tester, mais voilà un peu l'écosystème que moi je recommande. Parlant de DeepSeek, à un moment donné, ils ont fait un buzz, pas possible, mais depuis quelques années, moi, j'entends plus parler de DeepSeek. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Je ne suis plus de crêpe. Moi non plus, j'ai pas d'infos de DeepSeek, mais ça reste quand même un concurrent sérieux de ces modèles-là. Parce que moi, je me suis dit, parce que c'était beaucoup plus adapté au contexte asiatique, et que c'est ça qui a poussé les gens à ne plus l'utiliser, ou bien... je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Bah, écoute, je vais regarder ça après notre entretien et on verra, tu vois. Ok, Natacha, merci pour l'échange. Ça a été vraiment très instructif pour moi et pour ceux-là qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de fin pour eux? Bah, le mot de fin, je veux emprunter le mot que Moulay a mis dans mon podcast parce que c'est un mot que je partage. Les amis, faites des choses. Passez à l'action. C'est bien d'écouter cet échange, c'est bien d'écouter ce podcast, mais ce qui est encore mieux, c'est de passer à l'action. On a parlé tout à l'heure du fait de travailler, en fait. Ce qui fait la différence, plus j'évolue, plus je me rends compte que ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui vont stagner, c'est vraiment cette capacité à passer à l'action rapidement. Tu as parlé de concurrents tout à l'heure. Ok. J'ai compris, en fait, que dans la vie, nos concurrents, c'est nous-mêmes, en fait. Quand je parle de concurrent, moi, mon concurrent, c'est qui? Mon concurrent, c'est ma procrastination. Quand je procrastine sur une tâche, si je ne procrastine pas, n'est-ce pas, je vais avancer. Donc, mon concurrent, c'est ma procrastination. Mon concurrent, c'est quoi? C'est mon manque de discipline. Mon concurrent, c'est quoi? C'est mon manque de curiosité. Il faut que j'apprenne. Mon concurrent, à moi, c'est quoi? C'est la mauvaise nourriture que je mange tous les jours. C'est pas le corps athlétique d'une autre personne. C'est la mauvaise nourriture que je mange. Mon concurrent, c'est le sport que je ne fais pas tous les jours. Il faut que je challenge les démons intérieurs sur moi pour pouvoir faire cela. Donc, quand vous comprenez que vos concurrents, c'est vous-même, passez à l'action et à lever, il faut dire non à tous ces éléments qui nous ruinent. Donc, faites des choses, les amis. Et surtout, mettez-vous à l'IA dès maintenant. Parce que les personnes qui n'utilisent pas l'IA seront progressivement remplacées par celles qui l'utilisent. Non. Super. Très belle conclusion. Et surtout, je vais aussi reprendre une phrase que tu avais dit dans le podcast avec Moulay, que l'IA, c'est un bon serviteur, mais pas un bon maître, surtout. Exactement. Alors, merci. Je vous dis merci de nous avoir suivis, parce que pour moi, ça a été un réel plaisir d'inviter Natacha pour ce podcast, malgré son agenda qui était très chargé. Et elle a accepté mon invitation, malgré le fait que je n'avais même pas encore passé la barre des 100 abonnés. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est que quand tu invites plusieurs personnes pour des podcasts, ce qu'ils font, ils vont directement aller sur ton réseau, regarder combien d'abonnés tu as. Mais pour moi, elle l'a pas fait. Elle m'a dit oui, sans toutefois hésiter. Je vais te partager quand même la vision que j'ai des 100 abonnés, des abonnés en fait. Je t'ai dit tout à l'heure que le nombre c'est important. C'est normal quand je démarre, moi aussi je démarre à 100 abonnés. Okay? Et il faut savoir que c'est pas le 100 abonnés le plus important, c'est quel est l'objectif, quelle est la mission, quelle est la mission qu'on va accomplir.
Ouais. C'est ça le plus important. Imagine une personne qui a 0 abonnés, qui a une belle mission. Bien sûr que je rejoins l'aventure. Bien sûr que je dis oui. C'est pas une question. Une personne qui a 100 000 abonnés et qui fait le Congo ça, tu penses qu'elle va dire oui? Non, Ouais. tu penses vraiment qu'il va dire oui? Non, ouais. Donc, Je comprends, 100 abonnés, c'est pas un critère. C'est pas le critère. Le critère, c'est qu'est-ce que j'apporte en fait à la communauté. Et c'est ça qui est le plus important que tout en fait. Les abonnés viendront avec la discipline, la motivation, la constance et autres. Alors, Natacha, vraiment merci encore une fois de plus. Merci à toi. Merci.